J'avais mon Glock posé sur la table de chevet. Je cherchais une raison pour pas m'en mettre une dans la tête. J'étais agent clandestin au service action. D'accord. C'est l'élimination physique. On a des métiers où on côtoie la misère humaine. La guerre, c'est la désolation absolue. Ceux qui n'ont jamais côtoyé ça, qui n'ont jamais senti l'odeur de la mort. Et ça, ils savent pas de quoi ils parlent. Moi, si vous voulez, pour gagner du temps, je peux lui trancher la gorge sans problème. Le but d'une mission, c'est de trouver une habitude où la cible est seule. S'il faut le tuer, Enfin, c'est la vie, quoi. Je suis allé faire du théâtre pendant 3 ans. J'ai décidé d'ouvrir un restaurant, un bar à vin à Paris. J'ai été formé au coaching et j'avais monté un concept de coaching pour les gens qui avaient perdu l'estime de soi. Ok, et ensuite pourquoi avoir arrêté? J'ai trouvé qu'on tuait pas assez de monde. Waouh. Et qu'on passait plus de temps à les prendre en photo qu'à les... Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lima Productions. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Pierre Martinet. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre Martinet, il est un ancien agent du service action de la DGSE. Très important, on va en parler du service action de la DGSE. Il a opéré durant des années dans l'ombre des missions les plus sensibles de la France, de l'espionnage de terrain à l'écriture de récits sans concession. Et il décrypte aujourd'hui les réalités brutales du monde du renseignement. Pierre Martinet, on a beaucoup de choses à se dire. Déjà, merci d'être avec nous dans les studios de Lima. Pierre, comment est-ce qu'on démarre une carrière au sein justement du service action de la DGSE, qui est un service très particulier? Alors, c'est assez simple en fait pour postuler au sein du service action de la DGSE, parce que à cette période-là, je crois que c'est la même chose aujourd'hui, tous les personnels du service action étaient militaires. Donc, j'étais moi-même militaire et quand on veut intégrer le service action, on fait une demande de mutation. Okay. C'est un formulaire administratif qui s'appelait le 314-1-18 à l'époque, et on fait une demande de mutation pour cet organisme. Si notre profil les intéresse, on est convoqué pour aller passer des tests à Paris. Okay. Ces tests durent environ une semaine à cette période-là. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu plus long. Et si on correspond à ce qu'ils recherchent, et si on a réussi les tests, et si notre enquête de sécurité est bonne, parce qu'il y a une très longue enquête de sécurité sur nous, plus toute notre famille, si l'enquête de sécurité est bonne, eh bien, on est convoqué pour intégrer un des 3 centres et commencer la longue formation pour devenir agent. Donc, il faut être militaire d'abord. Le service action, c'est la condition pour être au service action. À cette période-là, il fallait être militaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est différent? Je ne sais pas. Je sais pas. Non, je ne sais pas. Ok. Ouais. Et le service action, c'est la branche armée clandestine de la DGSE, des services secrets français. Donc, par définition, étant la branche armée clandestine, il y a des militaires, il y a des nageurs de combat, il y a des commandos spéciaux à Perpignan. Des nageurs de combat? Les nageurs de combat qui sont en Bretagne. Les nageurs de combat, c'est tout ce qui est lié, bien évidemment, au combat aquatique. Et c'est l'action la plus célèbre, c'est le bateau de Greenpeace qui a été coulé en 1985 par les nageurs de combat du service action. Et après, on a vu ce que ça a donné sur le plan politique, médiatique. C'était assez catastrophique, mais le bateau a coulé parce la mission, c'était de couler de bateau. Et donc, les nageurs de combat, c'est une très longue formation et ils font partie du service action. Il y a deux sortes de nageurs de combat. Les nageurs de combat du service action de la DGSE, armée de terre, et les nageurs de combat de la marine, le célèbre commando Hubert, qui sont à côté de Toulon. Ça consiste en quoi exactement? C'est combattre dans l'eau? Combattre dans l'eau, c'est d'abord utiliser des moyens aquatiques qui nous rendent indécelables, c'est-à-dire il n'y a pas de bulles qui sortent de leur matériel, hein, comme une bouteille de plongée traditionnelle, hein, donc il y a des bulles qui sortent. Là, non, c'est l'air qui est recyclé, c'est l'oxygène. Et donc, ils arrivent discrètement, par exemple, dans un port, ils posent des charges sous un bateau, et le bateau coule, et eux, il y a un minuteur, et puis eux, ils peuvent s'exfiltrer de la zone, et le bateau va couler. Pas de son, pas d'image, c'est pas signé, parce que l'explosif aura été fabriqué par une salle spéciale chez nous qui fabriquait l'explosif, pour qu'il soit indétectable et qu'on n'arrive pas à remonter à celui qui a commandité et qui a commis l'attentat. Wow, et donc tout ça avec une combinaison spéciale pour aller sous l'eau? Combinaison de plongée normale, avec un masque de plongée normale, oui, bien sûr. Hein. Et eux, c'est quoi ces nageurs de combat? Ils ont leur formation est très longue et très dure. Ouais. Les nageurs de combat, j'en parle dans mon premier livre et je les décris comme des surfeurs.
cheveux longs, bronzés. Ils étaient très sportifs en plus, parce qu'il faut être très sportif aussi. Et donc, ils ont une formation qui est très longue en amont. Et ensuite, ils suivent la même formation que nous, c'est-à-dire la même formation pour devenir agent. C'est-à-dire que dans toutes les formations, il y a un tronc commun. Et ce tronc commun nous permet d'avoir le Stempel agent secret. Tu l'avais, toi, le Stempel? Bah oui, évidemment, puisque j'étais agent clandestin au service action de DGSE. D'accord. On ne s'appelle pas espion entre nous. Moi, la personne qui me dit que j'étais un espion, bon, merci, au revoir. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que l'espion, c'est non, parce que l'espion, c'est du cinéma, quoi. C'est le cinéma, c'est James Bond. C'est l'antithèse de ce qu'on est réellement, quoi. Donc, pourquoi? Parce que théoriquement, enfin pas théoriquement, James Bond, on les a tous vus, les films à nous, chez nous. C'est une caricature pour vous? Alors, caricature, c'est un peu péjoratif comme terme, parce que c'est marrant à voir. Oui, c'est marrant. Mais c'est ça quand même, non? Il y a un petit peu de vrai ou pas? Ou c'est vraiment pas? Non, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Ah ouais, d'accord. Ah bah non, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on fait. Un film qui, à l'époque, était très proche de ce que l'on faisait, c'était, d'ailleurs, on nous le passait pendant la formation, c'était le film d'Éric Rochant avec Yvan Attal, Les Patriotes. D'accord. Et ça, c'est vraiment... La personne qui est agent doit passer inaperçue dans le quotidien, a souvent une fausse identité et se fait pas remarquer. Et aujourd'hui, et n'arrive pas en Aston Martin avec un smoking, voilà. avec une montre Omega et qui dit My name is Bond, James Bond, quoi. Enfin, non. Forcément. Et alors justement, si tu devais conseiller quelques films, on va revenir sur son parcours après, mais si tu devais conseiller quelques films à regarder qui soient le plus proche de la réalité, ça serait quoi aujourd'hui avec tout ce qui existe? Alors, des séries peut-être? Il y a plein de choses qui existent. Hein. Il y a des films comme Patriote avec Yvan Attal que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Ça reprend un peu tout ce qu'on peut faire dans une carrière d'agent, avec les prétextes de pénétration, les prétextes pour tamponner quelqu'un, etc., etc. La manipulation, comment tamponner quelqu'un. Enfin, tout ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Alors, ce film, il est très bien fait. Parce que c'est la réalité de l'agent. Des fois, ça paraît un peu sopo, un peu mou. Et après, il y a eu la fameuse série Les Bureaux des légendes. Alors, c'est pas la DGSE que j'ai connue, moi, parce que mais tout ce qui était faux papier, tout ça, c'était assez bien fait. Après, à chaque fois, on me pose cette question. Enfin, depuis qu'elle est sortie, on me pose cette question, mais je l'avais pas vue, donc je me suis tapé les 4 ou 5 saisons d'un coup. J'ai accroché, j'ai trouvé ça bien, hein, vraiment. Mais c'est pas ce que j'ai vécu, moi, parce que personne déconne, ils sont sérieux, c'est très des fois sombre. Tout. Tu parles toujours du Bureau des légendes, là? Oui. Ouais. Alors que nous, c'était pas comme ça. Dès qu'on était chez nous à Sercotte, on n'arrêtait pas de déconner, quoi. On se faisait des blagues, on rigolait, et dès qu'il fallait bosser, on était sérieux. On était des travailleurs ludiques. Mais c'est bien qu'il y a eu Agent Secret aussi avec Monica Bellucci et Vincent Cassel. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu quelques films. Bon, les Américains font plus de films, hein, quand même que nous, hein, pour ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ils aiment beaucoup aussi. Hein, mais c'est vachement bien parce qu'en fait, ça suscite des vocations aussi. Ah, complètement. Voilà. Ah, mais c'est fascinant. De toute façon, c'est fascinant. Après, donc, on va parler de tes 6 livres parce que tu as écrit 6 livres, dont le premier qui a 21 ans hier. Il a eu 21 ans. Il a eu 21 ans, voilà. Il a eu 21 ans hier. On rigolait en disant qu'il est déjà maintenant adulte. Il a la majorité aux États-Unis, il peut boire des bières. Et ce livre, à 21 ans, il explique déjà, c'était ton premier, on va dire, ta première envie de partager ce qui s'est passé dans ta carrière, une envie de transmettre, de sensibiliser aussi, de créer des vocations, parce que tu le dis il y en a eu plein d'ailleurs. Hein. Voilà, tu le dis souvent que oui, il y a des moments très difficiles, il y a des moments, mais ça fait partie du métier, et que tu espères insuffler une vocation, en tout cas une volonté d'aller postuler. On comprend qu'il s'agit quand même des militaires, il faut quand même avoir une formation au préalable physique. Oui, bien sûr, mais alors, physique, c'est pas le critère numéro 1, parce que quand à Sercotte, par exemple, c'est le physique compte, hein, parce qu'on a des tests chaque année, mais tout le temps, en fait, on fait tout le temps du sport, mais c'est pas le critère numéro 1. En revanche, à Perpignan, par exemple, où il y a les commandos spéciaux, là, c'est difficile, c'est physique, là. Les nageurs de combat, c'est difficile, c'est physique. Donc, en fait, c'est un peu de tout. Il faut être à la fois bien câblé, psychologiquement à l'endroit, physiquement correct aussi. Il faut être, parce qu'on est tous parachutistes. Tout le service action est parachutiste, donc tout le service action est sujet à des tests TAP, les troupes aéroportées. Donc, chaque année, on est obligé de faire les tests, donc on se maintient physiquement.
Donc c'est un régime, l'unité, c'est composée uniquement de parachutistes. Tous les gens sont brevetés. Alors quand tu étais militaire, tu as décidé de postuler. Pourquoi? J'ai décidé de postuler parce que je raconte ça dans mon premier livre. J'ai croisé le service action entre guillemets presque tout au long de ma carrière. J'ai commencé à les croiser à Beyrouth. Quand j'ai commencé, ma première mission était à Beyrouth. T'avais quel âge? J'avais 19 ans. Okay. J'avais 19 ans à Beyrouth. Je me suis engagé le 2 août 1982. J'avais 18 ans. Et un peu plus. J'étais dans ma 18e année. Et la première mission que j'ai été faire, c'est à Beyrouth. C'était très difficile parce que c'était une mission où on a eu beaucoup de morts, dont le terrible attentat de Drakkar. Hein. J'en parle régulièrement de Drakkar depuis que je suis un peu médiatique. Et j'ai failli mourir plusieurs fois, j'ai tombé dans les embuscades, on a tiré, on a riposté. C'était vraiment violent, Beyrouth. Tous ceux qui sont passés pendant cette période-là ne sont pas ressortis indemnes parce qu'on a vu la noirceur d'une guerre et on a vu beaucoup de morts et on a eu beaucoup de morts. Et parfois, dans le poste où j'étais, on voyait passer des gens comme ça la nuit, en jean basket, en blouson de cuir, qui n'avaient pas la gueule de Libanais, quoi. Qui avait la gueule d'Européens. Et on se disait, ça, c'est les mecs du service. Donc voilà, on pensait que c'était eux, quoi. Et ils y étaient d'ailleurs, donc ils étaient à Beyrouth. Et tout au long de ma carrière, après je les ai retrouvés au Tchad aussi, où ils étaient avec l'armée tchadienne au nord pour se battre contre les Libyens. Et ils étaient aussi à Ouvéa, la prise d'otage en 1988 à côté de la Nouvelle-Calédonie. Hein, donc nous, on y était, donc ils y étaient aussi. Nous, ma section était là-bas. Personnellement, j'étais resté sur le Caillou parce que j'étais pas présent, mais ma section est partie là-bas pour essayer de localiser la grotte où étaient détenus les otages français. Et une fois que le GIGN, le 11e choc, parce qu'avant ça s'appelait le 11e choc, est arrivé, les troupes conventionnelles se sont retirées. Et moi, ce non-conventionnel-là, ces unités un peu spéciales, ça m'a toujours attiré parce que j'avais pas l'esprit, j'ai pas l'esprit conventionnel. Et mes chefs me disaient à l'époque, il faut pas que tu restes dans les régiments conventionnels, il faut que tu ailles, faut que tu postules. Et ensuite, la révélation, c'était la lecture d'un livre, justement. C'est pour ça que, voilà, ma révélation, ça s'appelait Mission Oxygène, qui a été écrit en 87 ou 88, je pense, par Patrick Dumort-Nevers, c'est un pseudonyme, et qui raconte justement l'affaire du Rainbow Warrior à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et donc, il raconte sa formation, il raconte ses missions, il raconte sa formation à Sercotte, d'ailleurs. Et j'ai lu ce bouquin dans la nuit, j'ai refermé ça, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Okay. Et donc, là, j'ai décidé de faire ça et j'ai passé les tests pour devenir nageur de combat, que j'ai réussi. Ah, donc tu as été nageur de combat? Non. J'ai passé les tests que j'ai réussi, les tests médicaux, en tout cas. Et ensuite, comme j'étais jeune moniteur parachutiste au 3e RPIMA à Carcassonne, et que j'allais partir outre-mer, et que je venais de devenir jeune chef de groupe dans une section d'appui, le chef de corps a émis un avis sur la demande de mutation, parce qu'il y a toujours l'avis du patron du régiment, c'était marqué très très défavorable. Il ne voulait pas me laisser partir. Donc j'y suis pas allé en 88, mais j'ai été convoqué en 95 pour faire mes tests. D'accord. Donc j'avais cette idée en tête et je voulais y aller. Quelles ont été tes premières missions au sein du service? Alors la première mission dans laquelle je faisais partie, on était 4. C'était à la fin de ma formation. À la fin de sa formation à Orléans, on nous demande dans quelle cellule on aimerait aller. D'accord. Parce que tout au long de la formation, on touche le métier d'agent, on touche un peu tout ce qu'on peut faire au sein de cette unité à Orléans, les opérations aériennes clandestines, tout ce qui est lié à la photo clandée, l'informatique, etc., tout ce qui est lié au tir, l'explosif, et ensuite, eh bien, les agents qui correspondent le mieux aux cellules, eh bien, on les affecte dans ces cellules-là. Mais au préalable, ils nous demandent, où est-ce qu'on veut aller. Donc moi, initialement, comme j'étais déjà pas mal, j'avais un très bon niveau en parachutisme, et j'étais déjà moniteur, j'étais dans le civil et tout ça, ils voulaient me récupérer à la cellule
opération aérienne clandestine. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le cœur du métier, c'était agent clandestin. Le cœur du métier, c'est d'aller filocher des barbus en Europe, ou bien partir sous de fausses identités pour les préparer, comme j'ai pu le faire à Budapest, une rencontre entre un espion russe et un espion français. Okay. Donc j'avais demandé cette cellule-là. Et en fait, j'étais fait pour cette cellule-là, et on m'a affecté dans cette cellule-là. Et très rapidement, dans cette cellule, les cellules sont très petites à Sercotte. On est une dizaine, pas plus. Et les cellules opérationnelles. Et très rapidement, je me souviens, parce que j'étais avec ma binôme, que j'appelle Caroline dans mon premier livre. Une femme. Ah oui, j'ai fait de ma formation. Qui était militaire aussi, qui a fait. Elle était militaire aussi, elle était sous-off. Okay. Elle était très sportive, très câblée, elle était moniteur de sport aussi. Et elle faisait partie de ma promo. Dans ma promotion, je crois qu'il y avait 2 filles d'Orléans et il y avait une fille de Kellern. Donc il y avait 3 filles dans ma promo, parce qu'il y a beaucoup de filles. Il y avait combien de personnes au total dans la promo ? À Orléans, on était 10. Ok, que 10, ah oui, que 10. Ouais, okay, 5 sous-officiers, 5 officiers. Okay. Et donc, je me suis retrouvé affecté dans cette cellule avec elle. Et puis, le patron de la cellule, il nous appelle au bout de quelques semaines, on est très, très rapidement, il nous appelle, il nous dit bon, je vous mets sur une mission qui va débuter. C'est le tout début. Première mission, c'était une mission sur un des responsables du GIA à Londres. GIA, c'est les groupes islamiques armés. À l'époque, c'était les balbutiements d'Al-Qaïda. Il y avait eu tous les attentats en 95. Il y avait la guerre islamiste en Algérie, etc., etc. Et nous, on travaillait sur les réseaux européens. Et donc, on est parti à Londres. Ma première mission, c'était à Londres, sur quelqu'un dont je parle dans mon livre, qui s'appelle Abou Walid, qui s'appelait, parce qu'il à mon avis, il est mort depuis. Et c'était donc une mission qu'on appelle RFA, Renseignement à fin d'action. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le but d'une mission comme celle-ci, c'est de trouver une habitude où la cible est seule, pour que derrière, il y ait une autre cellule qui passe et qui l'élimine, quoi. C'est l'élimination physique. Wow. On appelle une opération homo. Alors, tu peux juste nous en dire un peu plus sur ça ? Parce qu'en plus, récemment, on a entendu parler de la mort de 11 scientifiques aux États-Unis, d'autres en Chine. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Non, mais là, c'est intéressant. Alors là, ils sont morts par balle pour ça. Ça n'a pas forcément un rapport avec des opérations homo. Mais c'est intéressant de comprendre comment ça se passe pour éliminer quelqu'un. Alors, c'est-à-dire que l'opération homo pour homicide, et il y a 2 sortes d'opérations, soit une opération homicide, là on élimine quelqu'un physiquement, soit une opération arma, et là on détruit quelque chose, soit un bâtiment, soit un bateau, soit une voiture. Et donc une mission homicide, donc sur un individu, il y a plusieurs phases. Et le but étant de trouver une habitude où l'individu est seul. Pas de femme, pas d'enfant, me disait mon chef de cellule. Ah d'accord, pour le tuer que lui. Pour qu'il soit juste tué lui, et avec... en priorité, une charge explosive sous la voiture. D'accord. Voilà. Donc, c'était la méthode la plus courante. Voilà. Et donc ça, c'est très long. C'est très long, c'est très minutieux. C'est une sorte de filature aussi à faire pour le détecter. Alors, c'est très codifié. On ne fait pas ça n'importe comment. D'abord, on infiltre le pays sous fausse identité. Quand je dis on infiltre, on a des faux papiers, des faux passeports, des fausses cartes d'identité, des faux permis, etc., etc. Donc, on va dans le pays en question avec un prétexte particulier. Moi, j'étais maître d'hôtel en freelance. J'avais un appartement dans le 10e arrondissement de Paris. J'avais un compte avec mon faux nom, un faux papier. Et donc, pendant tout ce temps, tu étais maître d'hôtel dans un hôtel ? C'est-à-dire que tu avais un job ? Non, en freelance. Donc, ça veut dire que j'avais même été formé pour être maître d'hôtel. J'avais été formé par un réserviste du service action de la DGSE qui était lui-même restaurateur, qui avait lui-même des hôtels. Et j'allais de temps en temps faire un stage chez lui. Et ça tombait bien parce qu'il avait tout ça du côté de Nice. Donc, moi, je lui disais, bon, je peux venir en stage là, au mois de juin parce que la mer était bonne. Et il y avait pas trop... Donc, voilà. Donc, on allait dans ce pays en question. Donc, on n'y allait pas ensemble, on y allait séparément. Donc, il y avait un officier, un chef de mission et 3 agents. Donc, 3 agents répartis dans une zone. Ensuite, il y avait une zone qui était réservée aux rencontres entre nous,
pour s'échanger des infos. Et il y avait une zone action où il y avait l'adresse de l'individu. Donc on vivait dans la zone vie, on se rencontrait dans la zone liaison, et ensuite on allait dans la zone action pour d'abord on commençait par des surveillances vidéo. C'est-à-dire qu'on mettait, à l'époque c'est du HI8, c'était pas, on avait une autonomie de 2 fois 2 heures, donc ça nous permettait de faire 4 heures de surveillance vidéo. Ensuite, on reprenait la voiture, on partait, tout ça caché dans la voiture. Une autre voiture arrivait, c'est reparti pour 4 heures, et on couvrait 12 heures comme ça. Wow. Et on couvrait 24 heures, on arrivait à couvrir 24 heures. Ensuite, on dérochait, et on voyait ce qui se passait, quoi. Et donc là, ça nous permettait déjà d'établir des premières habitudes, ou un premier environnement qui arrive, qui part. Est-ce qu'il part à 8 heures du matin accompagner ses gosses, ou il part travailler? La plupart du temps, ils ne travaillaient pas, les islamistes qu'on surveillait. C'était assez drôle, quoi. Et donc, ça permettait d'établir un premier environnement de l'individu. Et une fois que c'était ça, on faisait de l'observation physique. Donc, on était dans la bagnole. Là, c'était un peu plus court, c'était 2 heures, pas plus. Et on continuait à noter tout ce qui rentrait, tout ce qui sortait, tout ce qui sortait. Une fois qu'on avait un peu de matière, on commençait des filatures. Filatures en voiture, la plupart du temps. Et dans Londres, c'est pas aisé de faire. Londres, c'est. Londres, c'est particulier. En plus, et puis, c'est particulier parce qu'on roule à gauche aussi. Voilà, ça m'arrivait souvent de monter du mauvais côté de la voiture. Voilà. Donc, ça nécessite beaucoup de concentration et il faut faire gaffe. Donc, il y a 4 bagnoles du service action de la DGSE, 4 voitures de location. Et voilà. Et une fois qu'on avait tout ça, qu'on avait de la matière, on avait plusieurs mois, voire années, parce que celui-là, je crois qu'on l'a traité pendant au moins 2 ans. On transmet le dossier à une cellule après nous, qui vont vérifier la faisabilité de l'action. Et après, c'est dans la main du politique. C'est le politique qui décide. Qui était le donneur d'ordre ? Le chef de l'État. Le chef d'État ? Oui. Et donc, ça veut dire que toi, tu as commis des meurtres dans... Non, moi, j'ai tué personne. Je suis innocent. Non. Moi, je faisais partie de la cellule qui était avant. D'accord. C'est-à-dire, dans la chaîne de l'opération Homo, il y a plusieurs maillons. Okay. Par exemple, on a un individu on doit travailler sur un individu, on n'a rien dessus. Il y avait une première équipe qui allait faire une pré-op, ce qu'on appelle. C'était en général une équipe du bureau action spéciale, le BAS. Une fois qu'ils avaient une photo, une adresse, un environnement, un premier jet vraiment, ils nous transmettaient le dossier et nous on partait d'une adresse et d'une photo. Et à partir de là, on construit un dossier. Okay. Pour trouver une habitude. Et chez nous, dans le jargon, on disait que l'habitude tue. Donc, effectivement, c'est ce qui peut faire tuer quelqu'un. Et ensuite, on transmet, et puis, c'est le besoin d'en savoir. On ne pose jamais de questions. On ne sait pas qui, quoi, comment. En vérité, dès qu'on est dans ce système-là, on s'occupe, on a une mission bien particulière, et on ne sait pas ce qui se passe en avant, et on ne sait pas ce qui se passe après. Okay. Donc, on ne se pose pas de questions entre nous. Donc, après, on passe à autre chose, et puis... on ne sait pas ce qui se passe. Si tu veux, c'est un peu... c'est vraiment... c'est un job comme un autre, en fait. On a un dossier action à monter sur quelqu'un, on le fait. Et puis, dès que ce dossier action se termine, après, je ne sais plus où j'ai été. Je crois que je suis parti en Suisse, travailler sur une ancienne maîtresse ou une maîtresse de Karadzic. C'était dans le cadre de recherche de criminels de guerre de l'ex-Yougoslavie. Et donc, pendant, je ne sais plus combien de temps on est resté là-bas, sur cette fille-là, on lui a pris son courrier tous les jours pour essayer de remonter à Karadzic. Donc, il y avait une équipe du service action là-bas qui, tous les matins, allait prendre le courrier dans la boîte aux lettres d'une personne, on allait le scanner, et le lendemain, on remettait le courrier, on reprenait le nouveau courrier. C'est-à-dire qu'elle recevait son courrier avec une journée de retard. Ah, ok. Et donc, ça aussi, c'était marrant. Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais, voilà. Ouais, ok. Et juste par rapport au donneur d'ordre, donc en fait, c'est le chef d'État, c'est-à-dire le président de la République qui demande ça. Les opérations comme ça, de cette envergure-là, il n'y a que le président de la République qui peut dire oui. Et d'ailleurs, François Hollande l'a reconnu dans le fameux livre de Chénaud Malbruno. Non, c'est pas Chénaud Malbruno, c'est Davé et l'homme, je crois. Un président ne devrait pas dire ça. Ah oui. Il reconnaît qu'il a ordonné des éliminations. Oui, d'accord. Et vous, quand vous voyez de qui il s'agit, que ce soit un homme avec des enfants mariés, qui a une famille, tout ça,
Voilà, la mission, elle doit être exécutée et c'est comme ça. Ok. Ouais. Honnêtement, et ça c'est drôle cette question parce que c'est une question qu'on m'a posée au tout début quand je faisais mon livre. Voilà, tu étais dans quel état d'esprit? Tu le haïssais? Non, aucune émotion en fait. S'il faut le tuer, faut le tuer. Enfin, c'est la vie quoi. Ok. C'est le job. Non, mais aucune émotion en fait. En revanche. Après, c'est pour ça aussi j'ai fait pas mal de bouquins sur le sujet, beaucoup d'interviews. C'est que ça nous permet de réfléchir à ce qu'on a fait, ou ce qu'on n'a pas fait, ou ce qu'on aurait pu faire. Mais c'est un métier qui nécessite pas. On sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on est là. On a signé pour ça. On n'a pas d'état d'âme. Ça ne veut pas dire qu'on réfléchit pas. Mais si on commence à se poser des questions sur ce genre de mission, d'exécution, on se sort pas. Voilà. Ouais, ce serait pas. Ouais. Et justement, est-ce que ça fait partie des critères de sélection? J'imagine que d'avoir un peu cette espèce de détachement émotionnel par rapport à ça, j'imagine que ça doit contribuer fortement. Alors, sûrement parce que dans les tests pour intégrer le service action de la DGSE, on voit des psys, on a pas mal de tests psychotechniques, etc., et on a des entretiens, bien évidemment. Et on nous pose aussi beaucoup cette question-là en début de formation par le directeur. Je me souviens, le directeur de la formation nous recevait souvent et ça va, ça te pose pas de problème de mentir, ça te pose pas, voilà, c'est ça. Le mensonge fait partie du métier. Et d'ailleurs, il y a des gens, et ça c'est tout en leur honneur, qui stoppaient leur formation parce que ils supportaient pas ça. Okay. Donc ça, c'est très. En vérité, il faut être honnête. On a le devoir d'être honnête envers eux et d'être honnête envers nous, envers soi-même. Donc c'est une sorte, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Et ça, ça nous suit tout au long de notre carrière en fait. Et même après autant d'années, quand tu reviens sur ces événements aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui te remontent? Qui reviennent et où tu te dis ça finalement ça pèse ou toujours pas? Non, il y a rien qui pèse. Ce qui pèse, ce qui m'a pesé moi, c'est alors parfois pour ceux qui partent très longtemps sous fausse identité, ça peut être compliqué parce que parfois on n'arrive plus à savoir qui on est. Mais c'était pas mon cas, même si parfois ça m'arrivait de me tromper entre les noms. Par exemple, dans une mission, je me souviens, j'ai fêté mon anniversaire sous ma vraie identité, donc le 18 avril 1964, je suis né le 18 avril, et un 18 avril, je sais plus où j'étais, un soir, il pleuvait des cordes, je suis rentré à l'hôtel, il devait être 23h, j'ai pris une bière dans le distributeur parce que tout était fermé, j'ai bu ma bière, j'ai fêté mon anniversaire de ma vraie vie. Dans ma chambre d'hôtel, et alors que j'étais pas né ce jour-là, j'étais pas Pierre Martinet, mais j'étais Vincent Sadan, et donc voilà, donc c'est un peu comme ça, voilà. Mais je suis pas resté. Moi, je partais sur des missions courte durée, 3 semaines maxi. Mais il y a des gens qui partaient sous fausse identité sur très longue durée, et c'est compliqué après. C'est forcément compliqué à gérer, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu as entendu des cas où effectivement, oui, bien sûr, ils n'arrivaient pas à revenir dans leur. Alors. Après, mais sur le coup, non. De qu'on est dans l'action, non. Mais je sais que j'ai pu en parler avec des personnes qui faisaient des missions longue durée. Mais ce qui m'a remonté, moi, après, c'est tous les morts que j'ai vus à Beyrouth, ce qui m'est arrivé aussi en Libye après, etc., etc. Donc, oui, c'est difficile parce qu'on a des métiers violents, quoi. On a des métiers où on côtoie la misère humaine. La guerre, c'est la désolation absolue. Et là, on voit ce qui se passe avec les guerres, avec la guerre autour d'Israël, etc., etc. Mais les gens, ils se rendent pas compte, ceux qui n'ont jamais côtoyé ça, qui n'ont jamais senti l'odeur de la mort. Et ça, ils savent pas de quoi ils parlent. C'est pour ça que les gens qui font certains commentaires sur certains plateaux, il faudrait qu'ils aillent un peu toucher cette crasse-là et pour avoir un peu plus de... On est d'accord, il y a beaucoup de personnes un peu hors sol, déconnectées de la réalité du terrain, mais bon, ça, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi d'avoir autant d'expérience, pas tout le monde a la chance. C'est vrai, non, mais c'est pas une critique, c'est une question après, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Et d'honnêteté intellectuelle, je suis d'accord avec ça, effectivement, autant parler de ce qu'on sait. Exactement. Et alors, donc tu as vécu combien d'années au sein de ce service? Je suis resté 20 ans dans l'armée en tout. Okay. Et je suis resté 5 ans au service action de la DGSE. J'ai commencé mes tests pour entrer dans les années 95. Et ensuite, c'est très long pour intégrer. J'ai intégré en 97. D'accord, donc 2 ans quasiment pour 97, 2 ans de parcours de formation, d'attente. Et après, la formation dure 1 an. Ah oui, d'accord.
Et ensuite, on a une autre formation complémentaire dans la cellule où on va, qui est spécifique à la cellule. Donc moi, c'était spécifique, renseignement à fin d'action, c'est surveillance, photo sous support, vidéo sous support, beaucoup de filatures, etc. etc. Donc ça pendant 2 ans, 3 ans finalement 5 ans, j'ai fait ça. Tu as fait ça pendant 5 ans après. Ok. Et ensuite, pourquoi avoir arrêté? Alors, paradoxalement, je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'action. Waouh, ok. Je trouvais qu'on tuait pas assez de monde. Waouh. Et qu'on passait plus de temps à les prendre en photo qu'à les tuer. D'ailleurs, une fois, je me souviens, avant de partir à Londres, dans une pré-op, j'ai dit, écoutez, lui, moi, tous les soirs, je sais qu'il passe dessus. Et tous les soirs, ce type il prenait un sentier, il habitait près de Wembley, vraiment un sentier, parce qu'à Londres, tout est éclairé, les vidéos partout. Et là, c'était un sentier pas éclairé, je sais pas où il allait. Vraiment, c'était un con, il y avait que de l'herbe, machin. Et j'ai dit, moi, si vous voulez, pour gagner du temps, je peux lui trancher la gorge sans problème. D'accord. Il m'a dit, Florent, on va se calmer. Ok. Donc toi, tu avais besoin d'action, tu avais besoin que... Non, mais c'est pas ça, c'est que... De tuer des gens pour te sentir utile. Pas tuer des gens pour me sentir utile. Mais ce que je veux dire, c'est que on est tributaire des décisions politiques, quoi. Donc, on fait pas n'importe quoi, déjà. Il n'y a pas de... Personne n'était un électron libre au sein du service. Tout est très codifié, tout est carré, des pré-ops, des préparations mission, on passe devant des commissions de sécurité avant de partir en mission, dès qu'on rentre, on fait des dossiers, tout est sérieux. Donc il n'y a personne qui fait n'importe quoi. Et au bout d'un moment, je sais qu'il y a des gens qui me disent, mais moi je suis pas venu là pour ça, quoi. Donc parfois on avait entre nous, on disait putain, on est dans un service pas action mais un service administratif, parce qu'il faut pas oublier qu'on faisait partie de l'administration française. Et par exemple, la première chose qu'on faisait quand on rentrait de mission, c'est le compte rendu financier. Vous tapez ça à la main, ordinateur, avec des receipts. Et on me disait, je veux des reçus. Donc tout ce qu'on faisait, c'était des reçus. Il faut justifier l'argent qu'on dépense. Parce qu'on dépense les fonds spéciaux. Les fonds spéciaux, c'est du cash qu'on met sur nos comptes ou qu'on a à la main. Il faut les justifier auprès de l'administration, auprès du trésorier du service action. Mais d'ailleurs, juste avant de commencer l'émission, on parlait un petit peu de ton parcours et tu disais que tu étais allé au siège donc, de la DGSE quelques fois pour prendre de l'argent. Une fois, je suis parti en mission à Budapest pour préparer donc la rencontre entre un agent russe et un agent français. Donc avant qu'un agent russe et un agent français se rencontrent, on va préparer la ville. Et quand on va équiper la ville où ils devraient se rencontrer. Okay. Donc, avant ça, on avait équipé 3 villes en Europe. Une en Turquie, une en Pologne et une en Hongrie où j'ai été. Ça veut dire quoi, équiper la ville? Alors, équiper la ville, c'est quoi? C'est faire des circuits de sécurité, choisir, trouver des endroits pour mettre des boîtes aux lettres mortes, BLM. Trouver l'endroit exact où l'individu, quand il va sortir, une équipe de sécurité va pouvoir le prendre en compte, le suivre de chez nous, pour savoir s'il n'y a pas de filature de la partie adverse. Ensuite, il y a ce qu'on appelle faire un tourniquet. Donc, ça veut dire que l'agent va passer dans un circuit bien particulier. Et sur ce circuit-là, il y aura l'équipe de sécurité, donc une équipe du service action, qui va voir qui le suit. D'accord. Là, pour le coup, ça ressemble à des films. C'est exactement comme ça, oui. Donc, il faut être sûr que l'agent soit en sécurité quand il va quitter la rencontre. D'accord. Donc, ça nécessite d'aller sur place, ensuite de rester sur place pendant 10, 15 jours, 3 semaines parfois, et on va équiper toute la ville. Est-ce qu'on choisit? D'abord, il faut choisir. Il faut se mettre C'est quoi? C'est un endroit public avec beaucoup de monde, c'est ça? Un endroit public avec beaucoup de monde, qui a peut-être une sortie par là, une sortie par là. Ouais. Et cette sortie-là, elle sera mieux parce que ça nous permettra de le prendre en filature à pied. Et on ne sera pas gêné parce qu'il va sortir à pied, etc., etc. Et puis après, il faut qu'on lui trouve une zone où il peut aller à l'hôtel, une zone où il peut rencontrer. Voilà, on équipe, c'est ça, équiper une ville. Et ça, c'est un travail minutieux. Ouais. C'est un travail minutieux. Et une fois qu'on rentre à la maison, donc tout avait été mis sur les palmes pilotes qu'on avait avant. Pas d'ordinateur, c'est des palmes pilotes. Tout était crypté, c'est comme ça. Et une fois qu'on rentre en France, eh bien, on prépare le dossier. Donc, préparer le dossier, c'est je ne sais pas combien de diapos, de slides. Et alors, le jour J... Et ensuite, on va le présenter au patron. D'accord. Et on lui dit, voilà ce que j'ai fait. Le patron. Et c'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'on est les yeux du service. Et on nous fait confiance. C'est-à-dire que tu pars seul, et quand tu rentres, si tu dis non, il faut mieux passer par là, ok, on passera par là. C'est toi qui sais, c'est toi qui étais sur place. Ça, c'est un métier
Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire ce métier, parce qu'on n'a pas cette sensation quand on est dans une unité conventionnelle, parce qu'on est dans la masse, on est dans une section de combat, voilà, c'est ça qui est intéressant. On part seul, sous fausse identité. À l'époque, je sortais de l'espace Schengen, donc c'était Alors, petite. Deux questions par rapport à ça. La première, c'est pourquoi est-ce que deux agents doivent se parler? Est-ce que ça veut dire quoi? C'est les deux gouvernements qui veulent se dire quelque chose? Sûrement, mais j'en sais rien, j'ai pas posé la question. Ok, donc ça, c'est quelque chose que tu veux pas savoir. Oui, mais en vérité, on s'en fout, en fait. Ok. Non, mais sérieusement, on s'en fout. Okay. Par exemple, si on nous dit vous partez à Tokyo et vous me faites une photo de la serrure du numéro de tel numéro. Voilà. Tu vas le faire. T'exécutes, tu veux pas savoir. Mais en fait, on rentre dans une chaîne du renseignement. Oui. On est un maillon. Et tous les maillons sont cloisonnés. Okay. Pour des raisons de sécurité. Bah oui, du coup. Tu peux pas tout savoir, sinon t'es une cible. Et ça, c'est intéressant. Ah oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'appelle pas par nos noms. Quand on est au quotidien au service, on a des pseudos. Moi, je m'appelle pas Pierre. Personne m'appelait Pierre. Tu t'appelais comment? Florent, c'était mon pseudo, c'était Florent. Donc ça fait partie de l'attribution des pseudos. C'est au début, c'est dans les premiers jours, dès qu'on intègre le service action, il y a la distribution des pseudos. C'est drôle, on se moque après. J'avoue, c'est intéressant. Ah. Et c'est justement pour détacher la réalité de ta vie privée, pour mettre cette barrière sécuritaire entre ta famille et ce que tu fais. Ça, c'est intéressant aussi, pour que tu laisses un peu ce personnage exactement. Au travail et que tu redeviens Pierre en arrivant à la maison, en fait. Alors moi, des fois, je restais Florent parce que ma femme était agent aussi. Ça aide. On va en parler de ça, justement. Comment est-ce qu'un agent... Parfois, on s'appelait par nos pseudos à la maison. Ça fait très Mr. and Mrs. Smith. Voilà. Sauf que vous travaillez du même camp. Voilà. Et on se tirait pas dessus, quoi. On se tirait pas dessus, j'espère pas. Bon, on a divorcé, donc... c'est une forme de... on s'est jamais tiré dessus. Bon. Et justement, j'avais parlé de ça. Est-ce que ça peut arriver, ou est-ce que c'est déjà arrivé, qu'il y ait un double agent, qu'il y ait quelqu'un au plein milieu de la mission qui se dise... moi, je sais pas, qui retourne sa veste et ou qui fasse tout un parcours et au final, c'est pas... Alors, c'est possible, bien sûr que c'est possible, mais sur peut-être des missions de plus longue durée. Ah, wow. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont dans des pays sur de longue durée et ils peuvent effectivement... ça peut arriver. Mais dans les missions que je faisais moi, c'était des missions de courte durée et j'en ai fait beaucoup, mais que de la courte durée. Et on était complètement clandestins, donc on rencontrait personne. D'accord. Ça m'est arrivé de rencontrer des filles, par exemple, dans des bars. Et parce que là, c'est votre point faible, là, vous, c'est talon d'Achille, non? Les filles aussi, hein. Pour les filles aussi, de quoi rencontrer des garçons? Des mecs, bien sûr. Hein. D'ailleurs, pendant la formation initiale au service, parfois les agents avaient des itinéraires à faire en train, par exemple, prenaient le train. Et dans ce train, il y avait deux filles du service qui étaient dans le même wagon, ou bien qui allaient les tamponner. Ça veut dire quoi, les tamponner? Qui allaient les draguer, quoi. J'ai pas le vocabulaire. Tamponner, c'est quand on rencontre quelqu'un de façon volontaire avec un prétexte. D'accord. Et donc les filles, ils essayaient de faire parler ce stagiaire. Et si le stagiaire parlait, il dit « Ouais, moi je suis en formation pour devenir agent ». Ah, voilà. Et ça, c'était un test alors? Ah, mais c'était un test. Ah ouais, excellent. Et leur formation s'arrêtait le soir même. Excellent. Oui, parce que normalement, on ne doit rien dire. Oui. Ouais. Okay. Parce que quand on fait la formation, même parfois, on est suivi, on est filoché. Ça me paraît normal. Pour voir comment le mec se comporte. Moi, ça m'est arrivé, après, quand j'étais à la cellule, on faisait de temps en temps, pendant les formations, on allait suivre un candidat, quoi. Enfin, un stagiaire, pardon. Ouais. Ok. Et alors, justement, je voulais parler quand même de quelques mots sur ta vie privée. Comment est-ce qu'on peut être agent et avoir une femme, des enfants Des maîtresses aussi. Ça, j'imagine, beaucoup. Non. Bien sûr qu'on peut avoir une vie privée, et la plupart sont mariés, pour pas dire la majorité, et ça se passe très bien. Alors, parfois, ça peut mal se passer, parce que c'est difficile, parce que quand tu pars en mission, tu n'as pas le droit de contacter ta famille. Oui. C'est pas comme dans une unité conventionnelle qui part faire en mission à l'extérieur. Ils peuvent appeler, ils peuvent envoyer du courrier, etc. Là, on coupe les ponts complètement, parce que quand on part en mission, on va à Paris d'abord et on change d'identité. On prend nos faux papiers et on laisse notre vraie vie. C'est-à-dire qu'on change de vie. Donc, à partir du moment où on change de vie, t'es plus marié avec la personne avec qui t'es marié. Est-ce que dans ta tête aussi, t'es plus marié avec la personne? Est-ce que Florent, il s'est dit à un moment donné, je suis Florent, donc un homme visiblement célibataire sur les papiers, pas d'enfant. Alors évidemment que j'étais comme ça. Comme complètement le personnage de Florent. Ah oui, bien évidemment. Mais encore une fois, quand on va en mission,
Ça, c'est formellement interdit d'aller passer la nuit dans l'hôtel. C'est-à-dire que c'est un piège pour vous. C'est-à-dire c'est votre. Évidemment. C'est là où après, ça n'empêche pas de reconnaître. Ça n'empêche pas de vivre normalement quand on est en mission, parce que justement, on perd du temps. On était des touristes, hein, donc tu rencontres des gens. Je me souviens une fois, on était dans un bar à Londres avec la personne que je rencontrais. Donc, je passais les infos que j'avais sur une petite. À cette période, on transmettait nos informations sur des petites disquettes PMCIA sur les Palm Pilot. Donc, on mettait nos infos, c'était crypté. Et lui, il faisait pareil, il donnait les ordres comme ça. Cette petite carte rentrait dans un paquet de Marlboro et on fumait que des paquets de Marlboro. On fumait que des Marlboro. Donc, on avait les mêmes paquets de Marlboro. Dès qu'on arrivait dans le bar, c'était rencontre fortuite de 2 Français dans un bar à Londres. On posait nos paquets sur le bar, posait son paquet sur le bar, et après, chacun repartait avec le paquet de l'autre. Donc, ça nous est arrivé de nous retrouver un samedi soir, en fin de journée, dans Sceaux, parce que c'était la zone liaison, dans un bar où il y avait plein d'Anglaises, et les Anglaises, le samedi soir, ça y va, quoi. Donc, et c'était des French kiss par-ci, des French kiss par-là. Donc, je crois qu'on a embrassé la moitié du bar ce soir-là, quoi. D'accord. Mais ça s'est arrêté là. Oui. Là. Mais donc, il fallait quand même vivre la vie d'un homme lambda qui était dans ce bar et qui vivait normalement, parce que sinon, c'était peut-être aussi... Ça m'est arrivé à Genève, d'être dans un bar assez select avec mon noté, qui était mon copain, qui faisait partie de ma formation, de ma promo, et on a rencontré 2 femmes, dont une italienne, une italo-libanaise, et boum, on a discuté. Donc là, je me suis inventé une nouvelle vie. J'étais donc photographe de pays un peu en crise, et j'ai parlé du Liban. Donc là, on arrivait à se fabriquer des nouvelles vies instantanément comme ça, parce que je connaissais bien le Beyrouth, donc on a parlé de ça. Mais après, ça s'arrête là. C'était quoi pour toi là, le souvenir le plus marquant que tu as eu de toute cette expérience au service action de la DGSE? Alors, si tu devais en sortir un, ou tu devais avoir... C'est la fois où je me suis fait arrêter par la police, quoi. Laquelle? À Londres? Oui, à Londres. Pourquoi? Parce que on s'était pas relâché, mais on était à Londres. Il faut savoir qu'à cette période, il y a des comités de défense dans les quartiers, et les gens regardent. Et donc, on était là depuis un moment avec quelqu'un. En théorie, on est seul, et là, on s'est fait choper, quoi. Et donc, si on se fait choper, il faut qu'on sorte un prétexte. Il faut pas qu'on sache qu'on vient de la DGSE. Ah oui, donc tu as dû mentir à la police. Ah ben oui, la police, ça a été... Wow. Voilà. Donc, ça s'est bien terminé. Mais une fois qu'on est contrôlé, on se casse, quoi. Donc, je me suis exfiltré. Il y a des procédures pour ça. Alors, c'est pas dramatique, hein, personne ne m'a tiré dessus. Moi, la DGSE, c'était vraiment du métier comme les flics en France, quoi, les GSI, qui sont sur des... La seule particularité, c'est qu'on est sous fausse identité, donc tout change. Alors, tu m'as dit que tu as arrêté au bout de 5 ans parce que tu n'avais pas assez d'action. Mais j'avais 20 ans d'armée. Oui, en fait, j'avais 20 ans d'armée. J'avais fait le tour un peu du sujet. Et je m'étais dit, soit je fais une carrière longue et je vais jusqu'à 50, et après, je vais à la pêche. Bon, je ne serai jamais allé à la pêche parce que je ne pêche pas. Soit je fais une carrière courte et j'essaye je pars avant 40 ans et j'essaie de me retrouver quelque chose dans le privé, quoi. Ok. Et donc, tu as fait quoi après? J'ai fait des bêtises chez Canal+. Voilà, ouais. Explique-nous. J'étais dans une cellule qui luttait contre le piratage audiovisuel. Ouais. Et je faisais la même chose, mais sur les pirates audiovisuels. Donc, j'allais faire je montais des dossiers sur des individus, pas pour les tuer, mais quand je transmettais à la police. Après, c'était des gens qui pirataient les cartes de Canal+ à l'époque. C'était des cartes avant, à l'époque. Donc, ils cherchaient quelqu'un de terrain pour aller faire des filatures, pour aller loger des gens. Canal? Oui, Canal, oui. C'était une cellule qui était constituée d'anciens policiers, d'informaticiens de haut niveau, d'anciens hackers, et moi, ancien de la DGSE. Et donc, c'était pourquoi? C'est la guerre de l'information? C'était le piratage audiovisuel. Donc, ils pirataient quoi? Ils pirataient la carte pour Canal+. Tu sais, avant, Canal+, c'était codé. Oui, ah oui. Donc, grâce à cette carte, ils avaient Canal+, ils achetaient la carte et c'était gratuit. Et ils perdaient ça. Oui, mais ils perdaient beaucoup d'argent, Canal+, avec ça, parce qu'il y avait un trafic de cartes de piratage. Il y avait un trafic de... Ah oui, ils perdaient beaucoup d'argent. Wow. Et donc après, j'ai un peu dérapé, ma mission a un peu dérapé, j'ai fait de la surveillance de certains salariés de Canal+, dont Bruno Gassio, et l'affaire a fait grand bruit dans mon livre, parce que je l'ai raconté.
Donc là, j'ai pris conscience que j'avais pas fait tout ce que j'avais fait dans l'armée pour me retrouver à espionner, à faire les poubelles de quelqu'un qui sortait des Guignols. Donc j'ai laissé tomber Canal+ très rapidement. Okay. Je suis allé faire du théâtre. D'accord. Voilà, pendant 3 ans. J'ai fait de la peinture. Donc là, tu te dis, tout ce monde-là finit derrière moi. Je veux plus entendre parler de ça. Je vais faire du théâtre. J'ai fait beaucoup de théâtre. Ça m'a super... Tu as réussi à en vivre ou Ah non. Non, c'était vraiment, tu avais besoin de ça pour faire autre chose. J'avais pas besoin d'argent. Ouais. Parce que j'avais une retraite, déjà, et j'avais un peu de... J'étais parti avec un petit pécule. Donc j'ai soufflé pendant quelques temps. Et ensuite, j'ai décidé d'ouvrir un restaurant, un bar à vin à Paris. Ah oui. Pour changer encore. Ah là, t'es encore parti sur autre chose. Voilà, donc pendant 1 an, j'ai fait fromage, charcuterie et vin. Et de la musique dans le bar. C'était au Batignolles. D'accord. Et là, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, je vivais la nuit. Donc, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis retourné dans l'entreprise pour faire ce que je savais faire. Entre-temps, je me posais des questions sur ce que j'avais envie de transmettre. Et c'est d'où l'idée de faire mon premier livre. Et j'ai été formé au coaching. Et j'ai fait pas mal de coaching après avec une société parisienne. Et donc, t'es coach aujourd'hui ? J'ai fait ça pendant pas mal de temps. Ouais. J'avais monté un concept de coaching pour les gens qui avaient perdu l'estime de soi. Beaucoup de femmes qui avaient été opérées d'un cancer, qui avaient la quarantaine, qui culpabilisaient un peu. Donc, je les remettais un peu dans l'axe, autour dans 3 domaines, la nature, le mouvement et le sport de combat. Wow. Et ça, c'était vachement intéressant parce que ça m'a révélé mon envie de transmettre ce que j'avais, tout ce qu'on m'avait appris dans ma vie. Quoi. Et comment cette cible-là de femmes qui perdent confiance Parce que j'avais une copine qui était chirurgien et qui opérait que des filles dans ce domaine-là, et elle m'a dit, je pense qu'elles ont besoin de... Ouais, d'un homme qui les... Pas forcément d'un homme, mais de... parfois, c'est... Non, mais en tant que femme, je peux te dire, parfois, on peut avoir besoin d'un coach homme ou femme, ça change beaucoup dans la dynamique de plein de choses. Oui. Et c'était vachement intéressant, parce que là, encore une fois, j'avais l'impression que je servais à quelque chose. Je leur amenais quelque chose, et certaines, après, retrouvaient l'envie de faire du sport, l'envie de se... Elles se sentaient un peu mieux, elles avaient le regard elles regardaient un peu plus haut. Ça, c'est le sport de combat, etc., etc. Okay. Et donc, tout le long de mon parcours, il y a eu cette envie de transmettre des choses aux autres. Et après, je me suis retrouvé, donc j'étais directeur opérationnel dans une société de gardiennage, une société de sécurité. Ensuite, j'étais directeur technique chez Securitas Direct, les alarmes. Là, j'ai continué à faire des séminaires de cohésion, du coaching, etc., etc. Okay. De temps en temps, j'allais faire du coaching pour des cadres dirigeants comme EDF ou ailleurs. D'accord, et toujours dans le secteur de quoi ? De la sécurité, secteur non, pas de sécurité, de tout. Tous ceux qui avaient besoin. D'accord. Et donc entre le premier livre et le dernier que tu as 6e, voilà. Ouais. 6 livres, donc justement 6 livres. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu t'es rappelé de quelque chose, tu as eu envie de transmettre ? En fait, le premier livre, je l'ai fait pourquoi ? Quand j'étais en cours de théâtre, j'avais 40 ans, 39 ans, non, 40 ans, et les gens, j'étais pas le plus jeune, les gens me disaient, mais toi, tu faisais quoi avant ? Moi, alors avant, j'étais militaire, j'étais instructeur de tir, instructeur de ça, j'étais à DGSE, service action, les gens me disaient, putain, on en a vu des mythos, mais alors... Et un soir, je buvais un verre avec une amie à qui je rends hommage parce qu'elle est décédée. Elle est décédée à l'âge de 40 ans, qui s'appelait Géraldine. Et comme par hasard, mon livre est sorti le jour de son anniversaire. Donc hier, c'était aussi un hommage à elle. C'était un moment, je pense souvent à elle. Un soir, je buvais un verre au Fumoir, pour ne pas le citer. Je ne sais pas si ça existe toujours. Ça existe. Voilà, un verre avec elle. Et elle me dit, mais Pierre, pourquoi tu ne fais pas un bouquin ? Tu as vu la vie que tu as eue ? Je dis, ça va intéresser personne. Elle me dit, si, fais un livre. Et le soir, je suis rentré chez moi et ça m'a trotté dans la tête. Ouais. J'ai contacté quelqu'un qui m'a mis en relation avec un journaliste et on a fait le premier livre. Super. 2004, on a rencontré mon éditeur. Il m'a dit, bouge plus, je t'édite. 2005, le 28 avril 2005, le livre est sorti. Et en 2026, le livre est toujours en vente et il se vend toujours. Édition J'ai lu, c'est ça ? Aujourd'hui, il est en édition J'ai lu et il était sorti en format plus grand chez les éditions les éditions privées, qui étaient dirigées par Guy Birenbaum.
Et alors, ces 6 livres, est-ce que tu peux nous en faire rapidement une synopsis? Oui, alors le premier, c'est donc je raconte mon parcours militaire, comment j'ai intégré le service action, ma formation, ma mission, etc. Et la difficulté de sortir là-dessus. D'ailleurs, la fin du livre, elle est un peu tristounette parce que j'avais mon Glock posé sur la table de chevet dans mon studio à Parisien et je cherchais une raison pour pas m'en mettre une dans la tête parce que voilà, j'avais 40 ans. Tous les morts ressortaient, etc. Ouais. Et donc, ça m'a permis aussi d'aller faire une psychanalyse profonde parce que j'avais vraiment un post-traumatique aussi à traiter. Et ensuite, j'ai expliqué dans le deuxième livre qui s'appelle De l'ombre à la lumière, comment ma vie a explosé derrière. Parce que je me suis retrouvé du jour au lendemain entre l'ombre du service action et la lumière médiatique qui m'a propulsé devant de la scène. Je faisais tous les jours une émission de télévision, tout ce qu'il y avait, j'ai pu faire. Et donc, ça m'a un peu vrillé le cerveau. Ah. Et quand on passe de l'ombre à ce point à la lumière, je peux comprendre. Ouais. Et mais vriller le cerveau comment? C'est-à-dire que ça t'a... Non, parce qu'après, j'étais dans une relation aussi tumultueuse. Ça m'a... C'était des histoires. Perso? Ouais. Toutes les merdes perso ressortent. Et puis donc, voilà. Et donc, j'ai travaillé... C'est très bien ce que j'ai fait, parce que je ne regrette pas, parce que ça construit un homme aussi, une femme. Et ensuite, j'ai voulu faire... j'ai eu l'idée de faire un roman. Donc, c'est beaucoup plus libre de parler dans les romans. Ouais, Cellule Delta, qui est plus en vente, je sais plus. Qui est intéressant, parce que dans Cellule Delta, les personnages, c'est ceux de ma promotion. C'est drôle. Ça s'approche assez de la réalité. Ensuite, j'ai fait la suite de Cellule Delta. Et ensuite, j'ai aidé quelqu'un à faire un autre livre. Et entre-temps, je suis parti en Libye, où j'ai été otage en Libye, où ils ont tué mon copain à côté de moi, où on a été torturé pendant 15 jours. Alors ça du coup, par rapport à ton parcours où tu as été en Libye, on revient au moment où tu étais à la DGSE? Non, c'était en 2011. C'était après, j'étais civil. Je travaillais pour une société qui s'appelait Secopex. Okay. Et on était parti en Libye pendant la révolution libyenne pour faire du renseignement là-bas. Donc, du privé? Pour du privé. Moi, je faisais du renseignement. Et les autres qui étaient à côté de moi, on vendait nos services. Parce qu'on était une société militaire privée. Et j'étais là-bas de façon... ils ne savaient pas ce que je faisais. Moi, donc, je faisais du renseignement pour démontrer que derrière la révolution libyenne, il y avait la volonté d'instaurer un État islamique. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Et donc, ça s'est passé en 2011, où un soir, ils nous ont enlevés. Ils ont tué mon copain à côté de moi, Pierre Marziali, à qui je rends hommage régulièrement. Ils l'ont abattu devant moi, enfin à côté de moi, comme ça. Il est mort en me regardant. Et ensuite, on a passé quelques moments difficiles en prison, où là aussi, je raconte ça dans mon dernier livre. Et j'ai mis de nombreuses années avant de me décider à mettre ça sur le papier, parce que j'estimais qu'il fallait que je raconte aussi, parce que c'est aussi c'est thérapeutique aussi de raconter, et pour lui rendre hommage aussi. Donc ça, c'était ton 4e livre? C'est le dernier, le 6e. Le dernier, le 6e. Ouais. Qui est toujours en vente d'ailleurs, qui s'appelle Pris en otage, un ancien agent du service action raconte, chez Mareuil Éditions. C'est un très bon livre parce qu'il y a beaucoup de substances, il y a une partie psychologique aussi, il y a une partie ressentie qu'on avait un peu moins dans le premier, parce que je n'avais pas encore envie de me dévoiler autant que ça. À ce point. Et je trouve que se dévoiler, c'est très bien. Ça fait partie aussi de ma reconstruction. Ça fait partie, hein, c'est souvent une partie de la thérapie, d'ailleurs. Ouais, c'est une partie... j'ai mis un peu de temps à le faire, mais je me suis décidé à le faire. Et je trouve que c'est une très bonne idée, parce que ça m'a aidé aussi... Tout mon parcours m'aide aussi aujourd'hui pour toutes mes interventions que je peux faire dans les médias concernant ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, parce que ce qui se passe avec le terrorisme islamiste, ce qui se passe à Londres quand il y a un attentat, il y en a eu un, je crois, aujourd'hui. Oui, alors justement, je voulais venir à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu interviens beaucoup sur les plateaux télé. Oui. Notamment dès qu'il y a une guerre, dès qu'il y a un attentat, dès qu'il y a un conflit. Tu es une certaine référence pour certains journalistes, certains médias. Comment déjà, toi, tu te positionnes? Qui est Pierre aujourd'hui et qu'est-ce qu'il veut devenir par rapport à ça? Alors, comment je me positionne à ça? Moi, je me positionne, je décrypte ce que je vois, avec mon ressenti, avec mon parcours. J'essaie d'être objectif. Je ne fais pas d'anticipation comme beaucoup le font. Hein.
Ils donnent leur avis sur tout, ils expliquent comment on peut ce qu'on fait sur le terrain alors qu'ils ont jamais mis les pieds. Donc j'essaye de décrypter ce que je fais objectivement, factuellement, et ce qu'on peut ressentir quand on est dans telle ou telle situation, parce que la plupart du temps je l'ai vécu. Donc c'est surtout ça. D'accord. J'essaie de pas trop inventer, donc j'essaie de vraiment être au plus proche de ce que j'ai pu vivre et au plus proche de ce que je vois. En tant qu'ancien militaire, en tant qu'ancien de la DGSE aussi, enfin, je veux dire, oui, mais bien sûr, le combo de tout. C'est un mélange de tout. Jusqu'à quand j'étais en otage en Libye, ouais, je peux expliquer ce qu'on peut ressentir, les phases successives qu'on peut ressentir dans une détention. Alors quand on est otage dans des tunnels pendant autant de temps que certains, à mon avis, on se c'est pas pareil. Hein. Ouais, c'est vraiment sur les plateaux après. C'est difficile. Mais moi, voilà, ça m'est arrivé. Je jouais un peu avec mes geôliers. Un coup, j'étais soumis. Un coup, j'étais voilà. C'était sans arrêt ce up and down avec eux, de façon à essayer de les manipuler aussi. Hein. Le premier soir, je leur ai demandé de me tuer, quoi, par exemple. Ah ouais. Ouais. Tu aurais été prêt à ce qu'ils le fassent? Ah bah, je lui ai dit de me tuer. Le mec qui est à côté, je lui ai dit, vas-y, tue-moi. Hein. Toi, t'étais sûr de mourir à ce moment-là? T'étais sûr d'être OK avec ça? Ah, mais j'étais OK avec ça, bien sûr. Je suis toujours OK avec ça, de toute façon. Demain, si je sors et qu'on me tue, ben voilà. Et je l'ai regardé dans ses yeux, il était cagoulé en face de moi, celui à côté était armé. Il me posait des questions, je pouvais pas y répondre parce que j'avais pas la réponse. Je lui dis, écoute, tu peux me torturer toute la nuit. Je te dirai rien parce que je sais rien. Donc j'ai dit, autant me tuer tout de suite. Et plusieurs fois, je lui ai répété de me tuer. Mets-moi-en une dans la tête tout de suite, je lui dis. Et au bout d'un moment, ça a été un long moment intense. Hein. Maintenant, je peux dire que c'était cinématographique, mais pas à ce moment-là, parce que pour moi, ma vie s'arrêtait là. Et je lui disais, et il a baissé les yeux, et quand il a baissé les yeux, j'ai su qu'il me tuerait pas, parce que je le regardais fixement. Hein. Mais dans la rue, quelques heures avant, j'avais déjà fermé les yeux, parce que j'étais persuadé qu'on nous avait chopé pour nous tuer. Il tue mon copain à côté de moi. Donc je me dis, c'est bon, ça s'arrête là. C'est le prochain. Donc j'ai fermé les yeux, j'ai attendu. Et ils m'ont pas tué. C'était quoi ces secondes? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête ces secondes-là? Rien. Rien, le vide. Absolument rien. J'ai pas revu ma vie. Hein. Non, mais... Rien, que dalle. Et là, je peux dire, pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. Je connaissais pas cette peur-là, parce que j'étais pas armé, je maîtrisais rien. Et donc là, c'était difficile, parce que quand j'étais dans ma cellule, les premières heures, les premiers jours, là, je pensais qu'ils allaient me tuer. J'étais persuadé qu'ils allaient me tuer jusqu'au moment où je suis parti. Dès qu'ils nous ont remis à l'autorité française sur la frontière égypto-libyenne, j'étais persuadé qu'ils voulaient me tuer. De toute façon, tous les jours, ils me disaient, tu partiras jamais d'ici, on va te tuer. Donc, je leur faisais confiance parce qu'ils avaient déjà tué mon Pierre Maziali. Donc, dans ma tête, j'étais conditionné à finir ma vie ici. Quand je suis arrivé dans la cellule le premier soir, la première nuit, j'ai cherché par terre, j'ai trouvé un bout de carton, un bout de stylo, et je me suis dit, je note le jour. Et après, je cocherai pour savoir Et donc là, d'ailleurs, j'ai gardé tout ce que j'ai pu. Et donc voilà, ces moments-là, je me suis dit que j'allais les retranscrire par écrit et dans mes interviews. Et en mettant un peu d'intensité, ce que j'ai pu ressentir, comment j'étais. Et ça peut aider aussi, parce que je sais qu'il y a des gens, notamment en Israël, qui m'ont contacté pour me demander, à votre avis, comment est mon fils Ouais. C'est difficile à répondre. Hein, parce que en revanche, chaque personne va réagir différemment. En fonction de son parcours, son vécu. Les gens qui étaient avec moi, on était deux, moi qui avais eu un gros parcours militaire, parce que j'avais déjà subi des interrogatoires poussés dans l'armée, dans les stages, mais ça reste un stage. C'est un exercice, ouais. Et après, il y avait deux autres personnes qui étaient civiles, ça a été très, très difficile pour eux. Pour eux, ouais. Et tu sais qu'est-ce qui fait que d'une personne à l'autre, au-delà du fait que ce soit civil militaire, qu'est-ce qui fait qu'il y a un changement d'attitude par rapport à ce genre de situation? Est-ce que la spiritualité aide ou pas? Est-ce que c'est quoi? C'est l'instinct de survie. Instinct de survie. En fait, l'être humain, tant qu'il n'est pas confronté à ce genre de situation, ne se rend pas compte des possibilités qu'il a. L'être humain, c'est une Ferrari, en fait. Il suffit d'appuyer sur la pédale de droite, qui est l'accélérateur, et on en fait ce qu'on en veut, l'être humain. Mais il faut un déclencheur. Ouais, il faut un déclencheur, bien sûr. Qu'il aille chercher les ressources inestimées, insoupçonnables qu'il a au fond de lui, qui s'appelle l'instinct de survie, l'envie de vivre. Voilà.
Et qu'est-ce qui a changé entre vous trois sur cet instinct de vivre? Il y en a qui ont eu du mal après à s'en remettre. Hein. Mais on se voyait pas, nous, là-bas, on était séparés, donc je savais pas comment ils vivaient au quotidien. J'en parle parce qu'après, c'était compliqué. Moi, au quotidien, les premières heures, quand ils me sortaient de ma cellule pour m'interroger et me bandaient les yeux, j'étais persuadé qu'ils m'amenaient contre un mur pour me tuer, quoi. Donc à chaque fois, ou quand ils nous faisaient des simulacres d'exécution. Donc on se dit qu'on va mourir. Ok. Tu repenses à ces scènes-là? Bien sûr, oui, j'y repense. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce genre de situation, c'est pas de les mettre sous un tapis et de plus y penser. C'est au contraire de vivre avec et que ça nous accompagne. Et comment on peut y arriver en ayant suivi de la reconstruction psychologique. En revanche, après la Libye, oui, j'ai eu une très grosse difficulté. J'ai été voir un spécialiste du post-traumatique parce que j'étais vraiment dans un post-traumatique très difficile. Et je suis resté très longtemps sous antidépresseurs, anxiolytiques. Plus moi, comme j'étais pas sérieux, j'ai ajouté un peu d'alcool. Donc, Et aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir vécu tout ça, ça te donne un recul par rapport à la guerre, par rapport à la vie, par rapport à la mort, par rapport à la politique, par rapport à la géopolitique? Enfin, comment tu vois tout ça aujourd'hui en ayant autant peut-être de recul et autant d'informations sur de presque mourir sur le terrain jusqu'à être dans un parti politique? Ce qui me désole profondément, et ça m'attriste profondément, parfois ça m'empêche de dormir, c'est que de voir mon pays qui est en train le délitement de mon pays qui est en train de s'effacer par rapport à cette contre-culture que je combats depuis des années, que j'ai côtoyé depuis que je suis tout jeune, première mission à Beyrouth, se voir à quel point on est en train de s'effacer devant cette contre-culture islamique, faut être honnête, pour la nommer, je veux dire, honnête je le suis, et voir à quel point les Français sont amorphes et incapables de l'admettre et de prendre des mesures pour essayer de stopper ça. Ça, voir mon pays qui est en train de... J'ai vécu à Londres, j'ai vu à quel point Londres était gangréné par cette contre-culture islamique et aujourd'hui comment Londres s'est soumis aux exigences islamiques, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me blesse profondément et c'est pour ça que je suis à la fois déçu, triste et à la fois combatif et c'est pour ça que je fais aussi tout ce que je fais pour faire prendre conscience aux gens qu'on n'a pas le droit de laisser notre pays dans cet état ou partir vers cette contre-culture alors que tous nos anciens se sont battus, sont morts pour que la France reste française. Tu as pas peur? Peur? Ouais. J'ai peur de ne pas y arriver, oui. D'accord. Ouais. T'as pas peur qu'on t'attaque par rapport à ça ou... Non, je sais que ça va le faire. Ouais. Un jour, ça va arriver. Ouais. J'ai pas le droit d'être armé, donc je suis pas armé. Donc... Ok. Et donc, ça veut dire que tu prends ce risque-là parce que tu crois vraiment qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a en tout cas quelques Français qui doivent se réveiller par rapport à ça? Alors, pas quelques Français, c'est beaucoup de Français. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai travaillé uniquement sur les réseaux islamistes quand j'étais à la DGSE. J'ai vu le monstre grandir. J'ai vu à quel point nos dirigeants sont lâches et faibles face à ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore dans une situation qui est irréversible, mais presque. Donc, je pensais aussi que la politique pourrait changer ça, mais aujourd'hui, je pense que on est au-delà de la politique. Nous sommes dans une situation pré-insurrectionnelle en France, et cette situation-là, si on la prend pas en main, si on met pas des contre-mesures face à cette menace-là, on va perdre. Et donc pour toi, et pour moi, la France, à la fin de ce siècle, elle sera islamique. Mais pour toi, c'est sûr, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui peut changer la non, moi, rien n'est sûr. Ouais. Mais si on continue dans cette voie, si on continue à avoir une immigration qui est majoritairement musulmane, c'est un constat. Il y a pas de, c'est pas. Eh bien, quand on voit que nos institutions sont de plus en plus s'adaptent de plus en plus aux exigences de cette religion. Qui a le droit d'être en France? Moi, j'ai jamais, dans toutes mes interventions, je dis pas que l'islam n'a pas le droit d'être sur notre territoire. Je dis que l'islam n'est pas compatible avec notre démocratie parce que l'islam n'est pas une religion comme les autres. Et donc, c'est pour ça que l'islam, aujourd'hui, elle doit s'adapter à la République française.
et à la loi de 1901, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière dans les rues, il n'y a pas de revendication religieuse de tous les jours comme ça se passe en France. L'islam, c'est dans la sphère du privé. Donc mon but à moi, c'est de faire prendre conscience aux gens que l'islam doit repartir dans la sphère du privé. Il y a le droit à tout. Et c'est pour ça que je parle d'islam, pas de musulmans, parce que je connais des musulmans qui veulent pas vivre comme en Arabie Saoudite ou qui ne veulent pas vivre comme dans une république islamique comme celle de Mauritanie. On peut être musulman et vivre à l'occidentale et la française, c'est-à-dire, pour moi, le voile, ça devrait être interdit. Pour moi, les prières de rue, ça devrait être interdit. Les menus halal dans une école publique, ça devrait être interdit parce que c'est une école publique. Je ne parle pas d'école privée, confessionnelle, ça, chacun fait comme il veut dans le privé. C'est pour ça que je suis très actif sur ce domaine-là. J'ai écrit beaucoup dans ce domaine-là. J'ai écrit beaucoup d'éditos dans ce domaine-là. Mes éditos sont très clairs, très précis, et je sais où je veux aller, et je sais où je veux pas que mon pays aille. Donc, dans mon esprit, c'est très clair, et tout ce que j'essaye de transmettre aussi, c'est très clair. Moi, quand je leur dis Français, réveillez-vous, c'est pas un slogan en l'air comme ça. C'est vraiment, on est en train de perdre ce que l'on est, quoi. Alors, Pierre, 10 questions, oui ou non? C'est parti? D'accord. Alors, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu choisirais à nouveau d'intégrer le service action de la DGSE? Oh que oui. Est-il vraiment possible de cloisonner totalement sa vie d'agent secret et sa vie d'homme privé sans que l'une n'abîme l'autre? C'est difficile. Est-ce que tu as déjà eu au cours d'une mission le sentiment que tu ne rentrerais pas vivant? Non. À part la Libye. Est-ce qu'un agent de la DGSE doit parfois s'affranchir de sa propre morale pour servir l'État? Servir l'État, c'est déjà moral, donc Est-ce que tu regrettes parfois d'avoir brisé le silence et d'être sorti de l'ombre à travers tes livres? Jamais. Penses-tu que la France est aujourd'hui mieux protégée contre la menace terroriste qu'au moment de tes débuts? Oui, parce qu'elle s'est adaptée. Selon toi, la France est-elle encore capable de mener des opérations d'envergure en totale autonomie sans l'aide des alliés? C'est difficile. Est-ce que le Bureau des légendes est selon toi la série la plus proche de la réalité? Non. Mais elle est bien. Très bien même. Est-ce que l'intelligence artificielle finira par remplacer l'espionnage humain sur le terrain? J'espère pas, mais aujourd'hui, l'IA est utilisée dans beaucoup de services. Et considères-tu que les sociétés de sécurité privée sont aujourd'hui des partenaires indispensables pour les services de renseignement officiels? Alors malheureusement en France, non, mais elles devraient l'être. Parce que je me bats pour ça, justement. Pour qu'il y ait une vraie collaboration entre le privé et l'étatique. On arrive bientôt à la fin de cette interview. Si tu devais justement laisser un ou deux messages, parce que je pense que tu as beaucoup de messages à oui, faire j'en ai passer. beaucoup. Mais si tu devais en laisser deux, allez, deux grands messages à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, quels seraient tes grands messages, Pierre Martinet? Moi, j'ai un message que je voudrais transmettre. J'ai écouté il y a quelques temps Sandrine Rousseau qui disait ça sert à rien d'être fier d'être français parce que c'est juste non. Ben moi, je voudrais que le message principal, c'est soyez fiers d'être français, soyez fiers de nos anciens, soyez fiers de notre culture, soyez fiers de notre histoire. Et arrêter cette repentance et ces excuses stériles qui nous amèneront dans le mur. Donc on est dans une période charnière. Si on se ressaisit pas, si on ne remet pas les vraies valeurs au centre de nos vies, c'est-à-dire des valeurs humaines, des valeurs familiales. Je parle pas de croyance, je parle pas de religion. Je parle de croire en ce que l'on est, tout simplement. Ça, c'est ton plus grand message. Oui. D'accord. Bah, écoute, Pierre Martinet, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. On te retrouve sur les réseaux sociaux? On me retrouve partout. Tout partout. Et surtout sur ton dernier livre, c'est ça? Alors, mon dernier livre qui s'appelle Pris en otage aux éditions chez Mareuil Éditions. Et on me retrouve aussi aujourd'hui, depuis quelques temps, on me retrouve avec mon association qui s'appelle le Cercle de réflexion patriotique Hermès, voilà. Où je regroupe justement toutes les personnes de bonne volonté qui veulent sauver ce que nous sommes. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Pierre, merci. Je vous dis merci également. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette émission. C'était une émission de Lima Productions. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.